Magnifique. Voilà. Tu me dis, c'est-à-dire qu'on est prêt. Très bien. Eh bien, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Olivier Sicard, vous êtes un métis franco-malgache, enfant battu, garde du corps international et champion de taekwondo. Votre livre Les points d'un destin s'ouvre sur un épisode très douloureux de votre vie, celui de l'enfance maltraitée, avec un père qui vous battait jusqu'au sang. Certains ne se remettent jamais de ces enfances brisées, d'autres s'en sortent grâce à ce qu'on appelle la résilience. Est-ce que vous pourriez nous parler en quelques mots de cette enfance compliquée et ensuite nous dire pourquoi, d'après vous, vous avez réussi à suivre un chemin de reconstruction? Eh bien, merci Stéphanie de m'inviter et de m'interviewer sur ce sujet. Alors évidemment, c'est un sujet délicat parce que c'est mon enfance, hein, mais vous savez, l'enfance, c'est une enfance particulière par rapport au métissage. Et le fait que ma famille malgache est venue de Madagascar, et avec évidemment une culture, hein, est une façon aussi d'éduquer ses enfants. Et c'est vrai que le fait d'être battu, mais c'était un élément naturel pour apporter de l'ordre dans la famille. Et c'était un choix familial à cette époque-là. Alors évidemment, au bout d'un certain temps, on y pense, on y repense. Et j'ai évoqué aussi pas mal de cette situation avec mon propre père. Et c'est vrai que même lui, il est totalement désolé d'avoir vécu cette situation, mais pour lui, il pensait bien faire, tout simplement. Il n'est pas dans le déni. Absolument pas. Ah oui, non, non. Par contre, ma défunte mère, oui, elle est totalement dans le déni, parce qu'elle a été pas seulement complice, mais elle aussi, elle n'a pas été très, comment dirais-je, très agréable avec moi. Parce que moi, je suis le deuxième de la famille, hein, donc le deuxième. Le premier, ça a été le grand héros familial, hein. Stéphane? Voilà, donc lui, il est toujours la tête pensante de la famille, enfin, en tout cas pour cette famille-là, mais les choses ont évolué. Et c'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup d'attention par rapport à ma mère biologique. Le garçon, l'aîné garçon est le plus Oui. important dans la culture malgache? Oui, mais pourtant ma mère n'est pas malgache, hein, mais oui, oui, tout à fait, le premier est important, évidemment. À cette période de votre vie, vous êtes un petit garçon et vous découvrez l'injustice. Et Donc la oui, combattre, c'est un moteur ensuite. oui, parce que évidemment, l'injustice, vous voyez, forcément, vous vous battez avec votre frère, mais ça, mon histoire, elle est très commune, parce que vous la retrouvez dans beaucoup de familles, et les batailles entre frères et sœurs, ça c'est du quotidien. Et c'est vrai que mon frère, un coup il me protégeait, un coup il me surprotégeait, et parfois, et même très souvent, on en venait aux mains quasi tous les jours. Donc la punition, elle était redoutable, hein, parce que forcément, moi j'étais un petit garçon quand même très nerveux, je bataillais constamment et je me laissais pas faire. Donc au départ, je pouvais perdre, mais il était rare que je perdais la bagarre. Un Donc autre problème dans l'enfance, l'incompréhension de votre dyslexie. Ça a été un blocage scolaire qui vous a poursuivi longtemps. oui, 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 oui. Mais c'est vrai que le fait d'être un peu perturbé, même à la fois sur la coordination, toutes ces choses-là se sont réparées évidemment lorsque j'ai commencé les arts martiaux. Donc ça a été bénéfique pour moi, parce que vous savez, vous travaillez la coordination, vous travaillez votre main gauche, votre main droite, et comme vous le savez, bon, j'ai eu un accident très grave à droite, et donc j'ai dû commencer à réapprendre à faire des choses avec la main gauche. Donc je suis devenu ambidextre. Mhm. Donc par rapport à ça, c'est vrai que ça m'a permis de travailler mon cerveau droit et gauche en équité. Oui, vous expliquez d'ailleurs dans le livre comment cet accident intrafamilial arrive et comment vous en faites une force par la suite, puisque c'est un bras que vous développez particulièrement. Tout à fait. Mhm. Vous devenez très tôt un garçon, un jeune homme autonome. Vos parents se séparent quand vous êtes très jeune. Et en fait, votre salut, c'est la famille de substitution. Oui, parce qu'après, mon père s'est remarié avec une femme qui m'a élevé, qui est devenue ma mère. Pierrette. Voilà. Et donc, par rapport à ça, j'ai eu d'autres frères et sœurs, des frères d'adoption et des sœurs d'adoption.
Et par rapport à ça, eh bien, ce complément familial a été bénéfique, mais au-delà de cela, la famille était une famille assez difficile aussi, parce que évidemment la vie n'était pas simple dans les années 70 hein, et des débuts 80, mais en même temps, elle était très unie. Mais malgré tout, j'ai commencé évidemment à récupérer évidemment de l'amitié et de l'amour en dehors de la famille. Et ça, c'était intéressant de rencontrer évidemment des personnes qui finalement s'intéressaient et surtout euh, vous observaient et vous appréciaient pour ce que vous étiez. Avant d'atteindre vos objectifs, qui sont de devenir militaire, garde du corps et maître d'arts martiaux, euh, il y a l'épisode des skinheads. Vous devenez un jeune de bande, un leader, l'amitié devient très importante. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors vous voyez, là on est dans les années 80. Donc là, alors je rappelle, hein, pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est le XXe siècle. Hein. Et dans les années 80, évidemment, il y a des bandes qui sont à la fois d'extrême gauche, d'extrême droite, et les gens, en fin de compte, se battent pour des idées bien précises. C'est-à-dire que lorsque vous étiez contre le racisme, contre des situations d'injustice par rapport à votre couleur de peau, par rapport à votre origine ethnie, et donc par rapport à ça, eh bien, vous choisissez un camp. Vous choisissez un camp et un camp qui vous intéresse, mais en même temps c'est un camp qui va vous permettre évidemment de vous mettre dans une situation de révolte. Et donc, à un moment donné, il s'est trouvé que je me suis retrouvé avec des mouvements qui permettaient de m'affirmer et de montrer évidemment mon désarroi et ma colère envers ceux qui oppressaient directement dans la rue la population. Pourtant, dans votre bande, le multiculturalisme était quelque chose de naturel à cette époque-là. Oui, il y avait, ça commençait, parce qu'il n'y avait pas autant de métis, non, chacun était un peu, il y avait ceux qui venaient du Maghreb, ceux qui venaient un peu de partout, du Vietnam, de Madagascar, d'Asie, d'Afrique, voilà, c'était principalement des Français, des anciennes colonies françaises, hein, voilà. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que beaucoup de Français viennent du monde entier, alors que dans les années 80, c'est seulement les enfants des colonies. Le taekwondo, c'est une révélation. Comment cet art martial entre dans votre vie? Bah, par hasard. Mhm. Mais mon père pratiquait le karaté et j'étais fan, mais plus que fan de Bruce Lee et évidemment de plein d'acteurs de karaté comme Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, tout ça. Donc c'est des gens qui avaient un impact bénéfique dans mon inconscient. Et par rapport à ça, il y avait aussi Rocky qui venait, mais lui il faisait de la boxe. Hein. Mais en même temps, c'était quelqu'un qui se battait, quelqu'un qui s'entraînait dur, avec dureté, et ça me convenait très bien. Et quand j'étais enfant, je voulais absolument je voulais pratiquer. Et donc, j'ai essayé de m'approcher hein, euh, des clubs d'arts martiaux, et évidemment, à cette époque, on ne pouvait pas pratiquer les arts martiaux contact, hein. En tout cas pour les enfants. Il fallait attendre 15 ans. Oui, vous vous rappelez aussi, dans les ascenseurs, on ne pouvait pas rentrer tout seul à partir de 15 ans. C'était vraiment, il y avait un âge bien précis. Et ben, pour les arts martiaux, c'était pareil. Alors moi, quand j'avais 8-9 ans, c'était perturbant. J'ai commencé le judo, mais je supportais pas qu'on me bouscule comme ça. Moi, j'avais besoin de cogner. Et vu que je passais mon temps à me battre en récréation contre mon frère, mon père qui me frappait d'un côté, ma mère qui m'humiliait de l'autre côté, donc j'avais quand même une pression familiale qui était et sociétale qui était quand même délicate. Donc il fallait que je trouve un exutoire ou un élément pour me sortir de ce brouhaha, de cette situation qui m'oppressait. Et comment vous avez réussi à démarrer à un âge très jeune finalement? Tout simplement parce que c'est vraiment une petite anecdote assez rigolote. C'est tout simplement parce que le taekwondo ressemble au karaté. Et on avait déménagé du côté de Dourdan.
Et là, il y avait pas de club de karaté, mais un club de taekwondo qui ressemblait, voilà. Voilà, c'était une discipline coréenne un peu inconnue. Et donc, le professeur, il avait une super tenue que j'ai réussi à obtenir euh, il y a quelques années en arrière. Et ça, c'était quelque chose, c'était une motivation pour moi. Et il avait une super tenue en damier, rayée, c'était formidable. Waouh, je fais, moi, je veux ça aussi plus tard. Et donc ça m'a donné, je voyais que cet homme a été puissant, il avait une souplesse et une quiétude incroyable. Et je dis, mais je veux être un homme comme lui. Je veux devenir en tout cas un homme comme lui. Et par rapport à ça, donc j'y suis allé avec mon père. Mon père était conscient que j'avais besoin aussi d'apprendre aussi à me maîtriser à la fois à la maison, mais à la fois aussi à l'extérieur. Et vu que je rentrais à la maison toujours avec des pantalons déchirés, parce que je me battais tous les jours, constamment. Donc c'était vraiment un quotidien de bagarre. Et donc je suis arrivé là. On avait été voir des clubs de karaté à Paris. Il- on avait toujours eu des refus. Enfin, ça a été considérable. Donc il a fallu digérer en fin de compte ces refus. Et mon père a sympathisé avec le professeur. Il lui a dit oui, 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 mais inscrivez-vous. Mais sauf que mon père n'était pas venu pour lui, il était venu pour moi. Et donc le professeur il a dit que c'était bon. Et finalement, j'ai commencé à faire là. J'ai été voir le secrétaire. Mon père avait déjà le chèque. Voilà. Et donc je vais voir le président et le secrétaire du club. Et j'arrive et je vais vous rappeler la pub Maman a dit oui. Eh ben, exactement pareil. Et j'arrive devant le professeur, devant le président. Il fait mais tu es un peu jeune toi. Je fais le professeur il a dit oui. Je peux m'entraîner. Ah bon, bah s'il a dit oui, ok. Donc ils m'ont inscrit, et puis j'ai mis la tenue, et puis je venais 3 fois par semaine, et je me mettais dans un coin derrière pour qu'on ne me voit pas. Mais voilà, et puis progressivement, j'ai commencé à acquérir des notions, à me distinguer, et surtout à pratiquer avec les adultes. Et il y avait très peu de jeunes, donc voilà, je me suis adapté, et progressivement, vers 12 13 ans, j'ai commencé à m'imposer. Et je me battais avec des adultes. Donc c'est là où j'ai commencé à prendre de l'ampleur et même le professeur, il comprenait pas. Parce que plusieurs fois, il m'a envoyé faire des combats contre des adultes, contre des 16 18 ans. Et donc c'était assez surprenant. À l'époque, on ne contrôlait pas les papiers. Et donc c'était... C'était voilà. une échappatoire. Ah mais totalement, oui. Oui, oui. Et vous adoriez votre professeur. Absolument, oui, Il oui, tout s'appelait à fait. comment? Patrick Saint-Zach. Ah ouais, il a été entraîneur national de France. Oui, oui, donc c'est une pointure, hein, c'est un grand maître aujourd'hui. Et donc oui, oui, il m'a mis, voilà, il a mis le pied à l'étrier. Après, évidemment, il y a eu Maître Lee Kuan Yew qui est arrivé, Maître Kim Jong-ho. Il y a eu des grands maîtres coréens qui ont fait leur apparition, hein, qui m'ont porté. Il y a eu Maître Park Hae-man aussi. Donc tout ça sont des grands personnages hein, qui ont été bénéfiques, qui m'ont apporté aussi une espèce de force que eux-mêmes développaient et ils l'ont transmis. Et j'ai récupéré hein, cette force et je me suis dit que je peux moi aussi l'obtenir. Et d'abord j'étais tellement persuadé que j'aurais cette capacité que j'ai pris cette décision. Et à partir de 11 ans, j'ai dit je serai professeur d'arts martiaux, maître d'arts martiaux, c'est une obligation. Voilà. Et eux, c'était des pères de substitution, un peu comme les héros de fiction que Alors, vous admiriez? Alors non, des pères non, parce que j'avais pas besoin de père. J'avais pas besoin de père, j'avais Mhm. un père. Mon Ouais. père a toujours été là. Ouais, mon père m'a bien éduqué. Donc Mhm. voilà. Après l'éducation, c'était un peu plus compliqué. Après les choix, les avantages. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à son père, mais non, non, il a eu un rôle bénéfique jusqu'à 16 ans. Après, bon, les parents, la famille s'est encore divorcée, enfin, et les gens se sont Ça a séparés. éclaté à Enfin, nouveau. oui, oui, mais là, c'est là où j'ai pris aussi mon ampleur, euh, enfin mon envol plutôt. Et Mhm. c'était une ampleur incroyable parce qu'il fallait évidemment se distinguer et s'auto-gérer. C'est là qu'arrive le premier voyage en Corée du Sud, précisément dans la capitale Séoul, pour le taekwondo. Vont s'en suivre des combats, les tournois, toute cette motivation, cette émulation. D'abord, est-ce que vous pourriez nous dire comment définir selon vous un art martial? Qu'est-ce qu'un art martial et précisément le taekwondo? Eh bien oui, l'art martial en vacances, c'est une discipline de paix, de construction. À la fois, on apprend à se battre pour ne pas se battre.
Donc on est constamment à entretenir un savoir, à développer un savoir pour ne pas l'appliquer, pour être capable de se conserver et ne pas développer et montrer des techniques inutiles dans son quotidien. En même temps, c'est une façon de se canaliser, apprendre aussi à avoir de la sérénité, apprendre à avoir aussi à développer la fraternité, la loyauté, des vertus qui sont aujourd'hui indispensables et qui parfois s'échappent et disparaissent de notre quotidien. Mais ça fait partie aussi de conserver sa dignité, son intégrité, développer aussi la camaraderie, le respect, et le respect dans plein d'aspects, parce qu'il faut aussi montrer le respect des institutions, le respect aussi de l'art martial, c'est-à-dire honorer évidemment l'enseignant, honorer évidemment les pratiquants et principalement se respecter en tant qu'humain. Vous écrivez qu'une séance d'art martial réussie, c'est un mélange de concentration totale et de décontraction également totale. Concentration plus décontraction, vous conseillez quoi pour y arriver? De la persévérance, de la constance. Et qu'il ne faut pas attendre d'avoir un résultat immédiat. Aujourd'hui, on est un peu trop dans la compétition. On se dit, je fais ça, je vais obtenir ça. Non, non, non. Comme on dit chez les Malgaches, mura mura, c'est-à-dire doucement, doucement, progressivement, patientons, faisons preuve en fin de compte d'abnégation, d'attente, et le travail qu'on fournira, eh bien, il sera extrêmement bénéfique parce que les techniques d'arts martiaux existent depuis des milliers d'années. Donc l'art martial a toujours été là. Donc c'est un travail à la fois sur l'équilibre du monde. Quand on parle art martial, on travaille le yin et le yang. Donc l'énergie interne et l'énergie externe. L'homme, la femme, le soleil, la lune, le froid, le chaud. Des choses qui sont en opposition mais qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Les deux font bloc. C'est-à-dire qu'on épose, on décompose les choses, voilà, on joue avec les forces de la nature. Mais on ne doit pas s'opposer à ces forces. Le bien et le mal aussi? Absolument, bien sûr. Absolument. Le bien et le mal, c'est une chose qui est importante, parce que le bien et le mal, c'est une chose où on va qualifier qu'est-ce qui serait bien, qu'est-ce qui serait mal, mais en même temps dans la société vous présente enfin quand une caractéristique. Quand vous faites du combat dans la société, il faut que ça soit structuré, encadré. Si on est dans une société de guerre, là, le combat, il est sur le terrain, parce que c'est l'État qui va combattre. On peut dire que le mal, c'est ce qui produit de la souffrance, de la douleur, de la désolation? Exactement, absolument. C'est pour ça que œuvrer pour la guerre, c'est œuvrer pour le mal. Et c'est une chose qu'on ne pourra jamais éradiquer. Oui, mais il faudrait tout simplement que l'humain soit beaucoup plus fort avec la paix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas organiser la paix sans observer la guerre. Mais il faut l'observer, l'analyser, le scruter et le combattre. C'est-à-dire combattre la guerre, ça ne veut pas dire faire la guerre. Et souvent, aujourd'hui, on va favoriser cette situation parce qu'on pense que c'est une bonne chose. Parce qu'on va trouver des arguments en disant « Oui, mais tel État, il le mérite bien. » Donc, non, non, personne ne mérite de faire la guerre. La désolation, c'est dramatique. La misère humaine, c'est honteux. Donc, on se doit de montrer. Et quand on pratique les arts martiaux, on a cette grande force, cette capacité de contrôler et de maîtriser cette situation. Comment vous expliquez que vous, plutôt que d'être détruit par cette enfance brutale, vous ayez réussi à trouver une force intérieure que d'autres n'ont pas réussi à trouver? Est-ce une question de tempérament? Oui, la providence aussi, je sais pas. Non, je pense que c'est... il y a plein de facteurs. Je pense que le facteur aussi, c'est la détermination. C'est-à-dire que j'étais un petit garçon, je savais exactement que les choses évolueraient. Quand j'étais enfant, j'ai vu que beaucoup d'adultes se comportaient de façon très inappropriée. Et donc, j'étais conscient de cela. Je savais très bien que les gens pouvaient être capables
du pire. Mais d'autres pouvaient être de bonnes personnes. Donc pour moi, je savais qu'il y avait la capacité de changer les choses et qu'on pouvait choisir de devenir une belle personne ou pas. Même si parfois les choses arrivent sur nous et on peut avoir de la colère. Vous voyez, moi par exemple, j'ai contrôlé cette violence parce que je véhiculais aussi beaucoup de colère, beaucoup d'énergie négative, hein. Mais en même temps, au fur et à mesure, j'ai fini par la canaliser, l'accepter, la rejeter, cette colère. Et aujourd'hui, l'entraînement, et parfois les gens se disent oh, c'est incroyable, mais pourtant vous frappez, vous cognez, vous faites des choses, voilà. Mais oui, mais c'est une façon, d'utiliser. Vous savez que tous les guerriers d'Asie, par exemple, euh, principalement parce que c'est cet aspect-là que je parle hein, régulièrement, même les samouraïs ou les Mongols, en dehors de la guerre, hein, ils travaillaient l'art, la peinture, la poésie. Voilà, ils récitaient des contes, ils parlaient, ils chantaient, ils dansaient. Ça, c'est l'art martial. C'est pas seulement l'art de la guerre. Eh oui, l'art de la guerre. Souvent, les gens ils disent ah, on va faire que du combat. Oui, mais avant tout, il faut d'abord s'éduquer, se structurer. Et quand on pratique les arts martiaux, évidemment, progressivement, on va aussi vers la réflexion, vers la philosophie, vers sur ce qu'on peut penser et changer sa pensée, évoluer, modifier. Voilà, comme Bouddha disait tout le temps, ne croyez pas en moi, doutez de moi. C'est-à-dire, ne croyez pas que toutes les paroles qui sont données peuvent être paroles d'évangile. Voilà, qu'il faut aussi lire à nouveau, réfléchir et se poser des questions sur les sujets qui sont parfois les sujets d'actualité qui sont perturbants. Vous dites que finalement, cultiver son monde ou son corps permet de ne pas être perméable au chaos du monde extérieur. Ça fait penser à la phrase vivre, c'est apprendre à danser sous la pluie, donc au milieu de ce chaos permanent. C'est ce que vous avez appris tout au long de ce parcours brillant de taekwondiste. Oui, alors évidemment, je pense que c'est un travail, c'est comme le Tao. Le Tao, c'est une forme de pensée, c'est une réflexion, on pourrait qualifier ça comme une religion, mais un travail hein, directement à la fois sur la terre, l'humain et le ciel. Donc on est vraiment sur un équilibre. C'est-à-dire que peu importe les vicissitudes ou le monde extérieur, vous ne devez faire un travail sur vous-même. Vous savez, quand vous pratiquez des katas ou des pumse ou des tao, c'est-à-dire des formes de combat, vous le faites par rapport à vous, pas par rapport à vos ennemis. Vos ennemis viendront à vous et vous serez dans cette position. Et cette position-là, c'est le central. Évidemment, là, c'est le centre des chakras, c'est l'équilibre suprême. Par rapport à ça, évidemment, vous devez faire face à l'adversité. Mais l'adversité, elle est constamment sur vous, mais il ne faut pas aller vers elle. Il faut la laisser venir. Il faut évidemment s'arranger pour que, comme la pluie voilà, coule sur les plumes des canards, voilà. Peu importe, voilà, il faut laisser les choses se faire. Vous voyez, ce qui est très important, c'est qu'il faut penser que même si les choses sont difficiles à vivre, à percevoir, il faut toujours tailler sa pierre, il faut toujours s'entraîner, se préparer et aller réfléchir et penser vers des choses qui vont être beaucoup plus positives. Vous parliez du canard en parlant d'animaux magnifiques. C'est la bande des Iron Tigers. Cette bande vous a appris à commencer à cultiver tout ça, j'imagine. Ah oui. Alors c'est vrai que parler des Iron Tigers, c'est extraordinaire à mon âge. Mais c'est la force de l'amitié. Oui, parce qu'à la base, c'est vraiment la fraternité, c'est les copains, c'est les copines aussi, parce qu'il y avait aussi la camaraderie, les garçons et les filles. Et c'est des idées, c'est qu'on va écouter de la musique, on va jouer ensemble, on va se bagarrer pour s'amuser, on va courir, on va faire des bêtises. Enfin, c'était vraiment
une époque où voilà, on pouvait s'exposer sur des situations et à un moment donné, il se trouve que voilà, on est face à un dilemme, on se retrouve face à une adversité, c'est-à-dire des gens qui vont véhiculer des idées dangereuses, qui ne vont pas être tolérants, et qui finalement se disent que oui, qu'il faut éradiquer ces gens-là. Donc forcément, on a une position radicale, parce on est jeune, on est passionné, et on se dit, ben oui, on a des points, et on est persuadé d'être extrêmement puissant, parce qu'on a 14 ans, 15 ans, 16 ans, et là on se dit, ben, le monde est à nous, et on a peur de personne, encore moins des adultes. Et donc là, on va faire ce qui aujourd'hui serait très répréhensible, parce que là, aujourd'hui, on est dans un autre système. Parce qu'avant, on ne cassait pas les choses, on allait juste se bagarrer pour des idées, mais parfois c'était dramatique parce qu'on y allait avec des armes. Mais en même temps, on y allait pour combattre des idées politiques. Mais en même temps, quand les gens étaient par terre, on était capable de les ramasser. Et oui, même son ennemi, on doit le saluer, on doit le ramasser. Et là-dessus, j'ai toujours été intransigeant. À une époque, j'ai une histoire incroyable où j'ai même sauvé un skinhead parce que il devait se battre avec une personne. Voilà, normalement, il devait venir peut-être avec une dizaine de personnes. Et en face, ils sont venus avec une quarantaine. Et moi, j'y étais. Et quand j'ai vu ça, ben non, je me suis mis avec le skinhead. Et j'aurais dit, je fais non. Lui, il a un comportement irréprochable. C'est un combattant, il est tout seul, vous êtes 40 ou 50, je ne sais pas combien ils étaient. Je fais hors de question. C'est soit vous battez contre moi, mais je ne laisserai pas, et j'avais 15 ans, je ne laisserai pas quelqu'un se faire massacrer. Il y a un code de l'honneur alors. Absolument, absolument. Mais ça fait partie aussi, comme le Bushido, comme la voie des arts martiaux, c'est-à-dire qu'on se doit en fin de compte d'honorer même son ennemi. Voilà, on ne doit pas l'humilier, on doit lui montrer qu'on est supérieur à lui, qu'on a la capacité d'être beaucoup plus fort, mais on ne peut pas l'humilier. Vous parliez du monde féminin, il a été très apaisant pour vous, à savoir les amis, les grand-mères précieuses et aimantes, et la petite sœur délaissée, abandonnée. Eh oui, c'est des périodes un peu difficiles. Après, il y avait des tantes aussi, oui. Des tantes de cœur. Toutes ces femmes ont été extrêmement bénéfiques. Elles ont compensé évidemment l'amour maternel. Et elles ont été bénéfiques parce que j'ai pu voir à travers leurs yeux que finalement j'étais un petit garçon aimable, gentil, et pas forcément le petit garçon qui était toujours en contradiction avec ses parents. Je voulais finir sur le monde familial qui vous a construit d'une certaine manière, même dans l'adversité. Qu'est-ce que vous diriez du don ou de l'art du pardon ? Ah, mais aujourd'hui, oui, on peut penser que oui, il est utile évidemment de pardonner, mais ne pas oublier. Voilà, il faut faire un travail de mémoire. C'est comme tout. Voilà, on ne doit absolument pas, on doit absolument se rappeler et ne pas oublier les faits. Voilà. Donc, il faut les évoquer, peu importe la gravité, il faut les mentionner, mais ça peut être là, c'est des faits d'enfants battus, mais il peut y avoir des faits d'enfants maltraités, humiliés, avec des attouchements, tout ça. Ça peut être aussi des situations qui sont aussi problématiques. Et vous savez, par rapport à ça, on doit en parler. Je pense que la parole doit être... comment pourrais-je dire ? Libérée. Oui, totalement. Absolument. La parole est une arme. Oui, tout à fait. Mais c'est bien de le nommer, c'est bien de le dire, et voilà, il ne faut pas cacher les choses. Je pense que il faut faire la différence entre la vengeance et la revanche. Je pense que je suis dans la revanche et pas dans la vengeance. Dans la construction. Et oui, tout à fait. Donc j'ai fait un travail sur moi, et aujourd'hui je construis aussi, je construis des choses pour les autres. Votre credo, c'est donc le dépassement de soi, le développement de la force intérieure pour atteindre des niveaux supérieurs de conscience. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui de Sergent Sicard ?
Oui, alors aujourd'hui, alors je ne l'oublie jamais parce qu'il m'est arrivé aussi d'avoir aussi des formations militaires plus tard. Donc j'ai eu d'autres entraînements, donc j'étais en réserve opérationnelle. Et en tant que formateur, je me suis retrouvé aussi avec d'autres militaires et des gens des forces de l'ordre. Donc j'ai pu accompagner certaines personnes dans cette démarche hein, sur le travail directement de l'instructeur. Donc cette technique, cette prise en main que j'ai mis en place, elle est toujours d'actualité. Et le sergent Sicard, finalement, on le retrouve aussi en tant que maître d'arts martiaux lorsque j'anime un cours face à un public, hein, qui soit un public de ceinture noire ou de professeurs ou de gens de force de l'ordre. Eh bien, il reste le même, parce que j'ai toujours la même direction. Je prends soin, évidemment, d'être un bon pédagogue, de diversifier mon savoir et d'être audible lorsque j'enseigne certaines techniques. Et je mets évidemment à profit des méthodes aussi qui permettent évidemment de protéger l'intégrité des gens. Vous êtes formateur tout terrain, toute population, tous Oui, âges, et oui, tout corps actuellement de oui. métier. Oui, je me retrouve parfois avec des enfants, des tout Mhm. petits, je- en, en primaire, oui. Je les éduque, Mhm. hein, je les structure, je leur donne aussi de l'espoir, hein. Et ça, c'est extrêmement bénéfique. Mais lorsque je me retrouve aussi face à d'autres cas de figure, comme les ceintures noires, c'est autre chose encore. Mais en même temps, c'est le même, la même chose. On se retrouve, finalement, l'enseignement est identique. Donc, Maître Olivier, vous êtes septième dan de taekwondo. Oui, actuellement, oui. Donc vous avez étudié depuis très longtemps les origines et la philosophie de cet art martial. Oui. Oui, et vous continuez à lire des choses, à toujours apprendre. Ah oui, oui, mais alors, pas seulement, alors oui, je suis septième dan dans taekwondo, Mhm. mais je suis maître aussi quatrième dan de sabre coréen, mais je développe aussi d'autres méthodes. J'ai mis en place aussi une méthode sur un travail méditatif et postural avec la méthode que j'ai nommée Kuan Yin. Voilà, Kuan Yin, Kuan Yin synergie. Kuan Yin, en fait, c'est la déesse de la pureté et principalement de la compassion. Donc on la retrouve en fin de compte en Asie et elle apporte en fin de compte une force phénoménale. Et c'est vrai que par rapport à ça, le fait d'apporter de la béatitude, du bien-être, c'est tout simplement de la félicité. Donc c'est le bonheur suprême. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place sur son propre corps et on peut grandir et évoluer dans cette atmosphère. Tout cela, vous l'enseignez à votre école de Oui, taekwondo. On peut la trouver où? Qui, une personne qui serait intéressée peut s'adresser à qui? Comment? ah ben, à Paris. Là, je suis Mhm. principalement à Paris, mais là, j'en ai monté une à Madagascar. Donc oui, oui, mais c'est l'école Olivier Sicard. Voilà. Aujourd'hui, elle est à Paris, mais lorsque je me déplace, hein, je véhicule évidemment toute cette idée et tout ce travail pédagogique de cette école. Donc vous trouverez les liens en descriptif de la vidéo pour pouvoir vous inscrire à l'école d'Olivier Sicard. Mais oui, En parallèle, vous êtes devenu garde du corps international. oui, Ça oui. vous a fait rencontrer des gens passionnants, ça vous a fait beaucoup voyager. La protection rapprochée, c'est un métier difficile dans un univers qu'on imagine impitoyable. Vous avez travaillé même avec des diplomates, c'est un privilège, dites-vous. Est-ce que vous pourriez nous en parler en quelques mots? Oui, être garde du corps, c'était aussi un rêve lorsque j'étais beaucoup plus jeune. Je pensais que protéger quelqu'un, c'était vraiment la quintessence voilà, du guerrier, d'être capable, en fin de compte, d'avoir le statut de chevalier, celui qui accompagne, celui qui est en retrait, mais qui écoute, qui observe, qui analyse, voilà, qui prend des décisions pour la personne qui, elle, a des responsabilités, ou une personne qui a des fragilités. Et donc on peut, évidemment, mon créneau,
C'est dirigé principalement sur les diplomates, mais j'ai accompagné des artistes. Hein. Et c'est vrai qu'après, il faut s'adapter aussi à votre clientèle. Hein. Donc, par rapport à ça, euh, j'ai eu cette chance, parce que je pense que c'est une chance considérable d'approcher certaines personnes, parce que vous les voyez dans leur intimité, vous les voyez au naturel. Hein. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, parce que ces gens-là, lorsque vous êtes garde du corps, vous protégez ces gens, mais en même temps, vous êtes à l'écoute, vous êtes une ombre pour eux, mais en même temps, vous êtes une oreille, vous êtes un conseiller. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup euh, de diplomates ou de politiques s'intéressent aussi à, à mes conseils, à mes évolutions sur la question géopolitique, sur des situations aussi délicates lorsque vous vous déplacez sur un territoire qui peut être, lui, difficile d'accès. Et donc moi j'ai des réponses, j'ai des solutions et j'ai une façon de m'approcher et de discuter avec eux et de leur apporter en fin de compte une approche particulière. Vous savez, quand vous avez cette approche martiale, eh bien, vous êtes beaucoup plus patient. Donc, la patience, elle paye, elle est bénéfique, elle apporte aussi la réflexion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gardes du corps sont des gens qui vont beaucoup plus être dans l'observation et la détermination. Donc, on les trouve parfois un peu plus à l'étranger. En France, on en voit beaucoup moins. Il y en avait beaucoup il y a quelques années. Et aujourd'hui, les missions ont été un peu plus déplacées à l'étranger. Mais bon, on est toujours là. Et je pense que être garde du corps, c'est aussi une capacité aussi euh, d'être présent physiquement, mais en même temps, votre esprit peut être pris ailleurs. Parce que vous êtes constamment, vous avez, quand vous réfléchissez sur votre client, vous pensez tout de suite à la situation d'après, au déplacement qui va suivre. Donc vous êtes constamment à vous poser des questions et à trouver des solutions efficaces, rapides. Et c'est vrai que lorsque vous faites un mixte, ce qui est mon cas, hein, faire un mix entre les arts martiaux, l'armée, les formations militaires et les stratégies, lorsque vous êtes sur un terrain difficile, que j'ai eu la capacité et la chance de pouvoir œuvrer dans des pays en situation de guerre ou en situation voilà, de troubles étatiques, et là, oui, il faut être prudent, vigilant, et en même temps, il faut être très professionnel. Donc, il faut être dans la sérénité pour pouvoir accepter les situations. Et c'est pareil lorsqu'on est dans des conflits militaires, il faut être capable aussi d'être centré sur soi et ne pas subir évidemment les attaques extérieures et ne pas... Alors même si parfois on se retrouve... les gens se disent, mais non, les gardes du corps, ils n'ont pas de compassion, ils n'ont pas d'empathie. Mais si, mais sauf que ce n'est pas visible et on ne montre pas. On va plutôt œuvrer pour limiter les dégâts, pour déplacer le problème et surtout s'écarter. Donc adaptabilité, empathie, réactivité, ça demande beaucoup de qualité. Oui, 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 tout à fait, mais c'est pour ça qu'il faut évoluer constamment, il faut s'adapter au terrain et à l'époque. Hein. Euh, Lorsque j'ai commencé les gardes du corps, Mmh. il y avait beaucoup de gardes du corps sur le terrain. On était dans des véhicules blindés, on se déplaçait même à Paris, à Londres, à Berlin, enfin voilà. Et donc on se retrouvait avec l'oreille, le doigt dans l'oreille, les lunettes noires. Enfin bref, c'était assez, comment dire, très hollywoodien. Le cliché. Voilà les clichés. Voilà. Alors que finalement, par la suite, on s'est aperçu que beaucoup de missions étaient invisibles. Et que même moi, je me retrouvais dans des missions avec ma stature, je me retrouvais directement avec l'autorité et personne ne pouvait imaginer immédiatement que je pouvais être celui qui allait répondre et qui allait agir dès qu'il y aura une action. Aujourd'hui, vous avez le droit de dire si vous exercez toujours ce métier de garde du corps. Oui,
Oui. Alors oui, 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 beaucoup de gens pensent que je pratique toujours. Oui, oui, donc je suis toujours sur le terrain. On me voit évidemment à l'étranger, donc j'interviens évidemment pour d'autres organismes. C'est un métier de confidentialité, évidemment. Absolument, tout à fait. Mais j'évolue toujours, je suis toujours opérationnel. Donc ça vous donne une autre vision de la géopolitique, finalement. Oui, c'est vrai que la géopolitique, moi je la vois autrement. Souvent les gens se disent, mais oui, les gens vont jouer beaucoup avec l'affect par rapport à la situation. Ils disent, oh là là, c'est dangereux, c'est pas normal, il y a des gens qui souffrent. Et oui, c'est triste, c'est dramatique, hein. Mais en même temps, il faut analyser la situation. Quand vous êtes sur place, hein, vous voyez que les choses n'ont rien à voir. Moi, je me suis retrouvé sur des territoires où finalement ce que les médias disaient n'avait rien à voir avec la situation et que Le parfois, réel. oui, le réel n'était pas du tout, voilà, et on est en opposition totale. Mais c'est pour ça que les gardes du corps restent discrets parce que eux-mêmes ne vont pas intercéder ou ils vont pas essayer de retourner une situation et il y a une différence entre être mercenaire et être garde du corps. Voilà. On n'est pas là pour renverser un gouvernement, on est là pour protéger une autorité et surtout ne pas évidemment s'interposer. Oui, donc vous voyez la situation passe à travers un seul prisme, mais vous pouvez faire les liens entre différents prismes et puis vous faire une idée peut-être plus précise d'une situation. Mais oui, et moi ma spécialité c'est que je vais m'intéresser à la culture locale, aux ethnies, aux idéaux politiques directement, et surtout, souvent, c'est qu'est-ce qui a nourri cette colère. Donc je vais chercher aussi pourquoi, en amont, le problème principalement, c'est-à-dire que souvent, pourquoi ces gens euh, veulent du mal à tel ou tel individu, c'est tout simplement parce que antérieurement, il s'est passé quelque chose, et il faut essayer de la travailler, de la comprendre, de l'analyser et finalement de trouver des réponses pour éviter évidemment d'être attaqué à nouveau. Votre précédent livre, Les Points du destin, a été accueilli comment par votre entourage? Familièrement, dans ma famille, hein. Proche, familial ou amical? Amical, c'est formidable, hein, voilà. Mes élèves ont adoré, enfin, je sais que j'ai eu un retour, c'était phénoménal, hein. J'ai été même très très étonné parce que je ne pensais pas que mon histoire pouvait être aussi pertinente. Mais malheureusement, dans ma famille d'origine, certaines personnes de ma famille, donc ceux que j'ai peu, les personnes dont j'ai pu nommer l'existence, eh bien, ils n'ont pas forcément voulu lire le livre. Donc ils sont un peu dans la... Je ne sais pas comment dire. C'est vrai que je suis un peu perturbé par rapport à ça, parce que... Votre père l'a lu. Oui, 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 tout à fait, oui, oui. Et ça, c'était important. Je crois qu'il a été assez fier de ce... Ah, mais totalement. Ah oui, 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 oui. Ma mère, non. Votre mère, qui n'est plus de ce monde? Oui, elle est partie il y a quelques temps. Pas longtemps. Il y a quelques mois. Pour terminer, on pourrait évoquer votre prochain livre qui sort dans quelques mois. Et oui. Dites-nous en quelques mots pour nous rendre impatients. Alors oui, évidemment, alors, ce prochain livre parlera principalement de philosophie, de mythologie, et comment je visualise le monde aujourd'hui grâce évidemment à ces histoires, ces contes et ces philosophies qui m'ont nourri, parce que j'ai passé mon temps à lire des livres qui m'ont permis de me développer, de travailler aussi ma pensée, mes réflexions, mais par rapport à ça, donc j'apporte évidemment une nouvelle vision de l'Asie et surtout ce qui m'animait principalement, c'est faire le lien entre l'Europe et l'Asie et montrer que l'Asie a des aspects extrêmement positifs. Est-ce qu'on peut dire que le soleil se lève à l'est actuellement? Ben oui. Avec les BRICS, par exemple. Je pense que, évidemment, même musicalement, vous voyez, musicalement aujourd'hui, la musique coréenne ou japonaise, elle a un impact phénoménal. C'est fulgurant, c'est extraordinaire.
Et donc la jeunesse aussi est très sensible à cette évolution, à cette capacité aussi de véhiculer aussi des sensations et des idéaux et des aspects aussi très bénéfiques de la société. Et aujourd'hui, ce dont on a tous besoin, c'est véritablement d'apporter aussi du bien-être, de la joie, et d'être serein et d'évoluer aussi dans une société beaucoup plus calme, vu qu'elle est quand même très active. Euh, Active et négativement même. Turbulente. Ouais, turbulente, oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes déjà allé en Corée du Nord? Non, je n'ai pas eu cette chance. Ah oui, j'aimerais beaucoup. Ça me captiverait. Donc ça, à faire à suivre. Et oui, parce que la Corée du Nord, oui, parce que les arts martiaux, la culture coréenne aussi, elle vient d'origine de la Corée du Nord. Vous savez, la Corée, c'est un pays beaucoup plus vaste hein, que les deux Corées. Il y avait aussi une partie de la Mandchourie. Voilà, donc c'est des peuples qui viennent du Nord. C'était lié aussi avec les Mandchous, les Khitans, les Tchétchènes. On retrouve finalement sur les territoires du Nord avec ces peuples Asie du Nord qui eux aussi ont une culture et on a des choses à apprendre d'eux. Alors évidemment, après, les situations politiques sont difficiles à digérer. Mhm. Le titre du prochain livre, il n'est pas encore trouvé ou il est confidentiel? Alors il n'est pas confidentiel, hein, mais oui, oui, je pourrais le nommer. Oui. Et oui, c'est Mon cœur s'envole comme un faucon. Pourquoi le faucon? Le faucon, c'est un animal aussi incroyable hein, qui vole, qui survole la Terre, hein, qui observe et qui est le lien entre l'humain et le monde céleste. Hein. Et c'est vrai qu'en Mongolie, en Asie, mais on le retrouve aussi en France, hein, à la période médiévale, hein, le faucon a un impact. Il est l'observateur, donc il analyse, il scrute. Hein. Donc c'est vrai que c'est un animal assez incroyable et surprenant, à mon sens. Un grand merci pour ce moment passé ensemble, Olivier Sicard. C'est un plaisir. Merci beaucoup.